Oui, nous avons beaucoup à faire, donc je vais commencer maintenant, mais s'il vous plaît, si vous voulez continuer à vous présenter vous-même, bonjour, bon après-midi, bonne soirée, tous ceux qui nous rejoignent maintenant. Bienvenue, nous sommes vraiment très heureux de pouvoir commencer et de partager donc cette nouvelle ressource de réflexion et de pensée. Nous voulons parler de la communauté des programmes de sécurité alimentaire d'urgence. Nous allons commencer par nos rapports. Nous avons une interprétation en français. Donc, s'il vous plaît, euh, choisissez la langue de votre choix. Vous avez au bas de l'écran Zoom, vous avez donc une icône pour l'interprétation. Choisissez anglais ou français. Vous pouvez donc mettre en sourdine l'audio original, mais il faut que tout le monde sélectionne une langue, anglais ou français ici. Et aussi aujourd'hui, nous allons utiliser une technologie qui est amusante. Nous avons les diapositives ARA qui nous permet une présentation interactive. Nous allons partager ici notre show des diapositives sur Zoom. S'il vous plaît, joignez-nous sur les slides ARA. S'il vous plaît, cliquez sur le lien que ma collègue a mis dans le chat. Vous pouvez aussi faire une photo du code QR sur l'écran et donc ça va vous mener directement aux diapositives ARA. Quand vous regardez les diapositives ARA, vous allez pouvoir participer et aussi vous aurez des sessions. Aujourd'hui, vous pourrez poser vos questions par le biais des diapositives ARA. Vous pouvez demander des questions sur chaque diapositive. Donc, s'il vous plaît, écrivez vos questions à tout moment au cours de la présentation si vous êtes sur les diapositives ARA. Si vous avez des problèmes techniques, donc s'il vous plaît, indiquez-le dans le chat, indiquez le nom Zoom et on va vous aider. Donc, ceci ayant terminé notre logistique, nous allons parler des introductions, nous allons brièvement introduire la boîte à outils boîte à outils avec notre présentateur d'aujourd'hui. Donc, nous allons avoir un instant de pause et réflexion sur le kit d'outils. Nous allons avoir un programme pilote en Indonésie. Nous aurons également une session à la fin avec une foire aux questions. À la fin, nous allons regarder comment Merci Cops donc utilise la boîte à outils. Et donc voilà. Donc, c'est notre agenda, notre programme pour aujourd'hui. Une brève introduction pour présenter la boîte à outils et les activités de sécurité alimentaire d'urgence créées par Merci Corps. Bon, le petit programme, donc nous allons voir les partenaires de mise en place, les tests pilotes qui ont été donc conçus, comment est-ce qu'on peut partager les ressources, les processus et les systèmes. Donc, vous allez donc trouver des idées qui peuvent justement être au bénéfice de toute la communauté de sécurité alimentaire. Nous avons ici 28 récompenses pour pouvoir appuyer un certain nombre d'activités, appuyer de nouvelles approches, donc effectuer des recherches et développer de nouveaux outils, donc des personnes qui peuvent donc se focaliser sur les différents points importants. Nous aurons également des opportunités uniques de diffuser, de partager le produit et d'apprendre. Nous avons de nombreux partenaires de mise en place donc qui peuvent utiliser ce programme pilote. Et il a fallu 1 an et demi pour développer cette boîte à outils. Donc, nous avons donc ce programme pilote, c'est aussi un programme interactif, donc qui a l'air vraiment très dynamique. Donc, il n'y a pas de période comme ça lente. Donc, c'est facile à naviguer. C'est un peu comme un site web. En février 2022, le boîte à outils a été piloté, a eu un programme pilote en Indonésie. Donc, on va en savoir plus un peu plus tard. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter
présenter notre représentant de Mercy Corps, qui est donc là pour présenter la boîte à outils et pouvoir partager son expérience. Nous avons Piva Bell, qui est donc qui s'occupe de la qualité de la performance du programme en Indonésie. Elle fait partie de Mercy Corps. Elle va vous présenter le programme pilote de la boîte à outils en Indonésie. Donc, nous avons également donc Mary Gorman, qui est la directrice principale de Mercy Corps, et donc elle va expliquer aussi la boîte à outils, le fonctionnement. Nous avons Conrad Morendo, qui est donc un conseiller pour l'apprentissage du programme de Mercy Corps. Il va également nous parler de notre boîte à outils. Et donc, avant que Conrad ne présente la boîte à outils, nous aimerions pouvoir parler avec l'audience, et donc nous allons faire un petit appel interactif avec votre expérience, de poser et réfléchir. Donc, si vous le souhaitez, joignez donc notre ligne directe en cliquant peut-être sur le code QR sur l'écran. Avez-vous donc la question? Une fois que vous êtes dans les diapositives ARA, vous allez pouvoir répondre. Avez-vous participé dans un programme pause et réflexion avant? La plupart ont participé. Nous avons beaucoup de personnes qui ont participé. Oh, maintenant, il y en a un peu moins. Donc, vous êtes au bon endroit parce que vous allez pouvoir en savoir un peu plus sur pause et réflexion. Donc, nous avons déjà presque 60% oui, 30% non, et donc 10-11% qui voudraient en savoir plus. Et donc, on va passer à la question suivante. Donc, si vous avez déjà connu pause et réflexion, qu'est-ce que vous avez trouvé qui était le plus précieux en ce qui concerne pause et réflexion? Donc, nous allons donner une question pour pouvoir travailler en équipe et recueillir des informations. Beaucoup ne savent pas exactement qu'est-ce qui était le plus important pour eux. Donc, prendre le temps de penser, de réfléchir. Est-ce qu'on peut améliorer de façon collective? Les interactions sont vraiment importantes et le temps que l'on consacre à la réflexion. Donc, nous avons des ressources pour le changement, se rappeler de nos objectifs, penser à nos objectifs, à nos activités, écouter toute une sélection de différents points de vue. Tout ça, c'est vraiment superbe. Donc, merci d'avoir partagé avec nous. Donc, nous avons ici cet espace pour un petit peu plus de réflexion. Merci à tous d'avoir partagé avec nous. Ce que j'aimerais faire maintenant, et donc je voudrais donner la parole à Conrad, et il va vous présenter la boîte à outils. Pause et réflexion. Merci Jenny pour cette présentation. Donc, il faut nous rappeler que à la fin de cette session, ma collègue, elle va vous présenter aussi la boîte à outils. Suivez tout au long de la session. Le produit, pause et réfléchir, ça a été une collaboration qui a donné ce programme. Donc, il y a un ensemble de pratiques destinées à améliorer les résultats du programme. Donc, c'est très important de prendre le temps de pouvoir faire une pause et d'avoir une pensée critique pour tous les processus. Et donc, c'est très important de pouvoir regarder cette diapositive. Donc, Jenny a donné a expliqué comment cette boîte à outils a été développée. Donc, il y a eu des idées qui ont été recueillies pour pouvoir faire cette boîte à outils et l'adapter. Donc, c'est un très, très beau format. Donc, vous pouvez éditer et l'adapter dans votre programme et dans votre pays pour pouvoir utiliser efficacement cette boîte à outils. La prochaine diapositive.
le toolkit, donc la boîte à outils, c'est donc pour pouvoir conduire des sessions qui sont pratiques. Ce sont donc des outils pratiques pour la préparation et puis la mise en place. Euh, donc, c'est c'est donc une partie de la boîte à outils qui nous donne euh, ça nous permet de pouvoir faciliter, planifier, mettre en place, donc faciliter, faire une pause, réfléchir et pouvoir adapter. Donc, ça nous donne une session de pause et de réflexion. C'est en général sur 2 jours. La prochaine diapositive, Jenny. Donc, la session de pause et réflexion est donc un complément des activités de suivi et d'autres activités d'apprentissage. Donc, tout dépend de la complexité du programme. Et donc, quand on regarde, donc il faudrait que ceci puisse se faire une fois par an, pour pouvoir avoir cette session, utiliser les ressources. Donc, pour un programme d'une seule année, entre 9 et 12 mois, donc en général, ça devrait être effectué à la fin du programme. Et donc, nous recommandons aussi pour les programmes de moins de 9 mois, on recommande d'autres, par exemple, actions de révision pour pouvoir donc adapter aux besoins. La prochaine diapositive, Jenny. Donc ici, donc au cours de cette phase, donc je vais vous donner qu'est-ce qu'on trouve dans le boîte à outils, pause, réfléchir. Il y a il y a des outils pratiques. Donc il faut bien se préparer. Et donc ensuite, on passe à la phase de mise en place et ensuite le suivi. En termes de préparation, ceci va vous aider à pouvoir développer un agenda, développer des priorités, parce que dans la boîte à outils, vous allez trouver donc une matrice qui est une ressource qui vous permet avec toute l'équipe de pouvoir préparer les questions. Vous allez pouvoir simplifier la qualité, les sessions. Vous allez donc préparer l'agenda. Vous avez besoin également. C'est une session. Donc, il faut préparer beaucoup de données de différentes sources. Il faut surveiller beaucoup d'éléments, comment vous allez présenter les données. Donc, ceci, il faut le faire avant la mise en place. Et ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir participer aux sessions. Donc, il vous faut identifier quelles sont les priorités. Quel est seulement les personnes qui ont un certain degré d'expertise pourraient obtenir un bénéfice de ces sessions. Ensuite, durant la phase de mise en place, nous avons inclus dans la boîte à outils plusieurs ressources. Maintenant, vous pouvez mettre en place l'atelier pour la session suivante. Comment est-ce qu'on peut faire un apprentissage collaboratif? Vous avez différentes vidéos, différentes activités. Une des ressources qui est dans vous allez voir dans la diapositive suivante, le programme. C'est très important de pouvoir participer à ces sessions pour pouvoir montrer aux participants en quoi consiste le programme. Dans certains pays, tout dépend. L'organisation peut être différente, mais c'est donc un outil le plus important. Ce sont des opportunités de partage, de pouvoir avoir aussi un modèle qui est
semblable à une analyse, parce que, comme on l'avait dit, ce modèle montre les aspirations. Donc, on peut, et on peut voir quelles sont les ressources disponibles une fois que vous, une fois que vous avez eu toutes les discussions, un peu de temps après. Donc, lorsque vous avez vos aspirations, il faut aller au segment suivant, qui est donc un modèle. Vous pouvez voir quel est, par exemple, quel est donc le niveau du programme, quelles sont les opportunités d'amélioration du programme. Et donc là, vous pouvez avoir un atelier, une partie importante que vous allez trouver dans cette boîte à outils. Ce sont donc, il faut absolument avoir une session de suivi et il faut donc documenter tout ce qui a été accompli. La prochaine diapositive, Jenny. Donc, ici, nous allons faire. Donc, je vais vous donner des détails sur l'agenda. Je vais vous donner plus de détails sur ce programme. Donc, c'est au moment où quel est le temps imparti, la durée du programme, de façon à ce qu'on puisse identifier des facteurs internes et externes qui peuvent avoir influencé les résultats du programme. Et donc, les différents programmes qui utilisent cette boîte à outils, il faut voir quels sont les différents défis à relever pour les différents modèles. Je vais vous montrer dans les diapositives suivantes quelle est la durée du programme qui vous permet de visualiser les sessions que vous allez tenir. Donc ça, c'est un exemple de comment se déroule le programme, la durée, selon les différentes. Donc nous voyons les trimestres de l'année, le trimestre 1, le trimestre 2. Tout ça, c'est adapté à différentes périodes de temps. Et c'est très important comment on peut partager le temps. Ça, ce sont vous avez différents couleurs qui sont codées pour que vous puissiez mieux apprécier la durée. Par exemple, le jour. Donc, quelles sont les activités clés du trimestre? Et donc, vous avez les différentes activités du programme, par exemple, en vert, vous avez les changements dans la communauté qui ont affecté le programme. Donc, une fois que vous avez cette image, c'est aussi très important, et aussi d'autres programmes. C'est vraiment un graphique qui est très interactif, qui permet une bonne gestion. Lorsque vous avez, par exemple, une réunion des donateurs, au fur et à mesure que se déroule votre programme, c'est un outil important disponible. La prochaine diapositive, Jenny. Les autres opportunités qui sont là, les opportunités, les aspirations. On regarde quels sont les points forts. On regarde qu'est-ce qui fonctionne bien au niveau de l'organisation, au niveau du programme. Donc, il faut regarder qu'est-ce qui fonctionne bien. Les opportunités, vous regardez qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment pour le succès du programme. Après ces opportunités, le prochain segment, ce sera les aspirations. Ça, ce sont les visions. Qu'est-ce que ce programme ou cette équipe, qu'est-ce qu'il souhaiterait accomplir? Et donc, quand vous avez fini, vous passez au résultat. Qu'est-ce qu'on aurait voulu de quoi on aurait voulu faire l'expérience, et donc vous pouvez voir aussi si quelque chose n'a pas fonctionné. Ceci vous aidera à passer à la session suivante
que sera donc, quelles sont les leçons recueillies. Nous allons penser à la méthodologie de comment est-ce qu'on peut mettre en place donc ce programme au cours de la diapositive suivante. Donc, ceci vous donne également donc un guide afin de pouvoir faciliter les discussions. Donc, quelles sont donc les sections dans le cadre de votre programme? Comment vous pouvez planifier le budget? Une fois que vous avez donc cette étape, la prochaine étape, c'est d'aller donc voir les groupes, donc où se trouve chaque groupe et de pouvoir identifier quelles sont les sources d'évidence. Donc, donc, euh, donc, normalement, donc on regarde quelles sont les sources d'évidence. Et donc, si le groupe peut identifier, et donc c'est très important de pouvoir en parler dans le chat. Une fois que vous passez de là, vous pouvez identifier de nouveau les opportunités. Quels sont donc les domaines de votre programme qui pourraient être améliorés? Il faut identifier les sources d'évidence, c'est-à-dire les sources de preuves. Donc, donc, une fois que vous avez fait cela, donc, merci. Je suis désolée, il y a un écho. Une fois que vous avez identifié les opportunités, les sources d'évidence, de preuves, donc vous passez aux aspirations. Il faut les mettre par écrit, les partager, en discuter. Donc c'était donc la dernière session. Donc, quand on parle des résultats pour chaque aspiration, donc, est-ce que ces aspirations ont été remplies? Quels sont les résultats? Donc, c'est très bien cette boîte à outils parce qu'elle vous donne un guide. Et on vous indique le temps que vous devez passer à chaque tâche et donc qu'est-ce que vous devez réunir pour pouvoir vous préparer, mais vous pouvez bien sûr adapter donc cette boîte à outils à votre différent contexte. Et donc, avant que je ne passe à la planification des actions, donc ici nous avons notre boîte à outils. Donc, vous avez les séquences ici, les leçons apprises, tout ce qui a été documenté. Donc, quelles sont les opportunités, les aspirations? Donc, quelles sont les principales leçons apprises? Donc, qu'est-ce qu'on veut obtenir? Quelles sont les ressources? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Quels sont les domaines qu'il conviendrait d'améliorer? Donc, vous pouvez documenter les leçons apprises. C'est vraiment il y a un modèle de leçons très interactif. Et une fois que vous avez donc les leçons apprises qui ont été documentées, donc ceci est donc appuyé par des preuves à l'appui. Donc, ensuite, vous pouvez passer au plan d'action. C'est donc l'outil qui est c'est aussi la section de suivi. Il y a aussi la durée du temps. Donc, c'est très important. Quelles sont les principales décisions à prendre? Donc, quels sont les résultats du programme, le succès de votre programmation? Donc, peut-être vous pouvez adapter certains points, par exemple, les ressources dont vous avez besoin dans le cadre du programme. Donc, il faut chercher des exemples. Où est-ce qu'il y a besoin d'avoir un appui pour les livraisons, les financements? Et donc, vous avez des exemples. Donc, ce programme, donc il faut également tirer parti des leçons, le documenter.
C'est très important parce que ça peut être utilisé pour pouvoir développer un plan d'accélération du programme. Donc ensuite, vous pouvez il faut aussi s'adresser aux donateurs et vous, c'est quelque chose que vous pouvez partager dans votre programme. Donc, il convient de faire un rapport annuel. Donc, il faut aussi contacter les donateurs. Donc, c'est une bonne composante de l'agenda. C'est vraiment crucial pour le succès du programme, le rapport annuel. Donc, la prochaine diapositive, Jenny. Euh, donc, cette diapositive, il faut c'est une partie très informative de cette boîte à outils. Ce sont les guides du facilitateur. Donc, comment est-ce que vous pouvez préparer cette boîte à outils pause et réflexion? Quels sont les arrangements de la session pour que la session soit plus interactive? Donc, comment est-ce que vous pouvez apprendre? Quelles sont les preuves que vous devez apporter? Et aussi, comment est-ce que vous pouvez présenter? Après l'atelier, comment vous faites le travail de suivi pour avoir une évaluation? C'est par exemple la direction du programme qui peut faire l'évaluation. Donc, ça, c'est aussi une partie importante. Parce que dans le passé, cette partie était manquante. C'est très important d'avoir il faut passer maintenant à la diapositive suivante. La prochaine diapositive, on passe à la modération. Par exemple, quelles sont les expériences en Indonésie, comment ils ont eu cet exercice pilote. Regardez votre agenda. Merci beaucoup, Conrad. Ici, nous avons la boîte à outils. Et donc, maintenant, nous allons passer à parler avec Piva. Et nous allons à savoir comment est-ce qu'elle a appliqué la boîte à outils en Indonésie pour les sections de réflexion et comment ceci a contribué à développer des activités de développement. Et donc, nous allons pouvoir avoir le contexte et nous allons brièvement décrire le programme. Comment est-ce que nous pouvons mener nos sessions de pause et réflexion? Merci, Jenny. Est-ce que vous pouvez bien entendre ma voix? Parfait. Ceci, c'est comment est-ce qu'on peut gérer le risque à travers un programme de développement. C'est un programme original qui a été mis en place en Indonésie. Ici, c'est le programme de réduction en Indonésie. L'emplacement du programme, c'est dans le district de Sigi. C'est de la province centrale de Sulawesi en Indonésie. Ici, vous pouvez voir sur la carte l'emplacement de ce programme. C'est notre atelier de pause et réflexion était à la fin de la phase 1. La phase 1, c'était de 2020 à février 2022 et ce programme devait se poursuivre dans la phase 2. Il nous faut des apprentissages clés pour pouvoir améliorer la mise en place d'ici à mars 2022 jusqu'en 2024. Les participants visés dans ce programme, nous avons eu des diapositives, des interventions, nous avons eu différents groupes. Nous avons regardé le développement des communautés, nous avons eu des évaluations des participants, développé un plan d'action au sein des villages, des communautés. Nous avons aussi développé un plan d'action pour conduire des activités d'atténuation. Nous avons une préparation pour les désastres dans la communauté. Nous nous sommes préparés. C'est un programme d'urgence et c'est très important d'apprendre ce programme en profondeur. Nous avons vu quels sont les besoins pour avoir une bonne apprentissage du programme. Ici, matière à réflexion. Nous avons eu
Nous avons eu parfois nous avons eu alloué certaines activités dans différents villages. C'est un plan très intéressant pour le leadership et je me demande de votre expérience s'il y a par exemple est-ce qu'il y a des conditions nécessaires pour pouvoir conduire avec succès les sections de pause et réflexion. Oui, il y a plusieurs conditions. D'abord, c'est comme la sensibilisation au programme pour pouvoir faire une mise en place et apprendre. Nous avons besoin de beaucoup d'appui de la part du leadership. Et ensuite, nous avons besoin également d'une équipe qui soit chargée du suivi. Nous avons besoin de managers du programme, donc pour pouvoir répartir les activités. Nous avons besoin d'une participation de la part de membres clés. Et donc, nous avons également une bonne présentation, donc une planification, une articulation, quelles sont les priorités d'apprentissage. Et donc, il nous faut mettre en place toutes les preuves, la session de la matrice et de réflexion de la boîte à outils. Nous avons eu donc réponse aux questions pour que les membres clés puissent réaliser qu'est-ce qui est important pour eux. Donc, je me demande, donc, en tant que suivi autour des preuves apportées, est-ce que c'est difficile de réunir des preuves? Comment est-ce que ce processus a eu lieu pour vous en termes d'organiser les preuves pour pouvoir les répartir? Donc, il y a eu quelques défis à relever pour ce programme. Donc, il y avait par exemple des données qui n'étaient pas encore également revues. Donc, nous avons eu donc, euh, très souvent, il faut que nous puissions voir quelles sont les preuves apportées au moyen de questions. Donc, ça nous donne des informations, quelles sont les données qui sont nécessaires pour chaque question, chaque session d'apprentissage. Donc, il faut savoir de quoi nous avons besoin. Il faut se focaliser pour recueillir certaines données. Et donc, par exemple, l'appui du manager du programme, c'était très important pour pouvoir surmonter ces défis. Et donc, il faut que les membres clés soient vraiment très engagés pour réunir les données nécessaires. Donc, c'est très intéressant comme nous avons pu accorder des priorités et donc réunir les éléments nécessaires. Comment est-ce que vous avez pu décider qui doit venir aux sessions, de quoi ils doivent discuter au cours des sessions? Donc ça serait par exemple, oui, ça serait un petit peu long, mais les processus que nous avons eus, nous avons contacté les managers du programme, nous avons eu une matrice d'apprentissage, nous avons demandé aux managers de sélectionner les membres pour les opérations. Ensuite, nous avons eu nos partenaires d'exploitation, finance. Nous avons parlé des recommandations des managers. Quelles sont donc les questions les plus importantes pour chaque équipe? Quels sont les processus, les présentations? Quelles sont les questions clés? Donc, nous avons sélectionné qui seraient les membres clés pour chaque équipe qui a besoin de participer aux discussions. Donc, nous avons également discuté qui sera le principal facilitateur, qui sera le co-facilitateur, qui va diriger les discussions de groupe de chaque équipe au cours de l'atelier. Et donc, j'ai été élue comme facilitatrice et j'ai le responsable des connaissances est devenu le co-facilitateur et donc nous avons fait ce programme de pause et réflexion. Donc, j'étais le principal facilitateur. J'ai contacté les membres clés pour chaque équipe. J'ai arrangé les discussions de groupe. Nous avons regardé les matrices des questions d'apprentissage. Nous avons donc discuté quelles seront donc les questions qui seront utilisées pour l'atelier pause et réflexion. Nous avons sélectionné les questions, pourquoi c'est important pour la réflexion. Nous les avons guidés à accorder des priorités aux questions clés. Et ensuite, nous leur avons demandé de fournir des preuves ou des données pour l'atelier. Et ensuite, dans pause et réflexion, dans cet outil, nous avons utilisé des preuves de la part des membres clés.
Et ensuite, nous avons utilisé le guide du facilitateur et la matière à réflexion la boîte à outils. Nous avons parlé de la préparation de l'atelier. Nous avons parlé également quel était l'espace nécessaire pour l'atelier, comment est-ce qu'il convenait de faire asseoir les participants. Et ensuite, nous avons regardé comment les facilitateurs, un jour avant l'atelier, comment est-ce qu'ils allaient mener ces discussions. Merci d'avoir partagé. Je voudrais passer un petit peu à la préparation et donc voir qu'est-ce qui vient après l'atelier. Donc, je me demande si vous pourriez décrire comment le programme a été adapté suite à l'atelier, comment est-ce que vous avez adapté votre programme. Donc, qu'est-ce qui a été identifié pendant pause et réflexion et comment ça a été exécuté comme résultat de l'atelier spécifiquement ici quelles étaient les aspirations matière à réflexion. Le programme a identifié les défis à relever dans le système, dans l'électricité, l'installation électrique, le management s'est assuré que tous les systèmes fonctionnaient sous réserve qu'il y ait du courant électrique. Donc maintenant, il y a des choses qui ont été arrangées et les participants sont les bénéficiaires. Donc, on les encourage à vraiment maintenir leur équipement pour avoir un usage durable des équipements. Maintenant, c'est en discussion avec le gouvernement. Donc, nous avons également les agences de météorologie qui sont engagées. Nous pouvons utiliser leurs données pour le temps qu'il fait. Donc, nous regardons les prévisions météorologiques dans différentes régions. Donc, je suis curieuse de savoir, vous avez mis ceci en pratique, avez-vous déjà des résultats ou c'est trop tôt pour pouvoir dire que ces adaptations au programme ont déjà donné des résultats? Donc, c'est comme je vous l'ai expliqué. Donc, ça, c'est un des résultats qui viennent de l'adaptation du programme. Il y a encore d'autres choses, mais je crois que c'est un processus en cours parce que le programme a juste commencé. Donc, c'est la première année du programme et donc, nous espérons dans le futur voir plus de résultats en raison de l'adaptation du programme. C'est très bien, merci. Quels sont les autres défis que vous avez notés? Comment vous les avez surmontés? Donc, le premier défi à relever, comme je l'ai mentionné, donc, ce sont les données de la part des membres clés. Donc, nous regarder quelles sont les preuves apportées par les questions. La deuxième, c'est l'assistance. Il y a eu des assistants qui ont partagé leur opinion au coordinateur. Les coordinateurs, les facilitateurs. Nous devons toujours participer, encourager tout le monde à prendre la parole. Et donc, quand il y a des sujets sensibles, les arguments parfois chauffaient. Et donc, il nous faut toujours savoir diriger les discussions. Quels sont les points améliorés, quelles sont les opportunités existantes. Donc, il faut, par exemple, être diplomate en cas de questions sensibles selon les personnalités. Est-ce que vous pouvez partager ou est-ce que vous êtes capable de partager certaines des questions, des techniques que vous avez utilisées pour aider à faire parler ceux qui ne parlaient pas beaucoup? Comment vous avez aidé à résoudre les conflits qui pouvaient surgir dans une salle? Donc, pour la question au début des discussions, donc le facilitateur, nous devons promouvoir une participation active et une atmosphère ouverte pour tous les membres. Donc, nous pouvons parler encore et encore, mais nous avons demandé à tous les participants d'écrire leurs opinions au cours de chaque discussion, de l'écrire sur un papier, de le soumettre au facilitateur. Et le facilitateur a donc mis
sur le mur. Et donc, nous faisons en sorte que de cette façon, toutes les voix soient écoutées. Et donc, nous devons aussi gérer les sujets sensibles. Donc, nous, les facilitateurs, nous devons donc écouter, ne pas interrompre. Et ensuite, nous soumettons le travail attentivement et avec précaution. Donc, nous parlons avec les participants pour connaître les raisons profondes du programme. Et donc, nous laissons ouvertes les discussions pour trouver des solutions possibles. Nous laissons les participants partager leurs idées sur des solutions possibles. Donc, nous avons changé les faiblesses qui ont causé le problème en opportunité d'amélioration. Merci pour avoir partagé ceci. Je me demande si quelqu'un dans l'audience a des questions pour PIVA et donc si vous seriez intéressé de lever la main et de poser votre question. Donc, en ce qui concerne, par exemple, en Indonésie, parce qu'elle a beaucoup d'expérience déjà. Donc, nous avons pu voir. Donc, quels sont les résultats de haut niveau? Qu'est-ce que vous considérez comme des résultats de haut niveau au cours des sessions? Les résultats de haut niveau. Donc, nous continuons d'apprendre en ce qui concerne les plaidoyers, les administrations locales. Lorsque nous faisons ce programme de gestion, ce n'est pas seulement avec les communautés, mais aussi il faut qu'il y ait l'appui de votre gouvernement local. Donc, nous avons, par exemple, nos administrations locales sont relativement faibles. Elles doivent améliorer leurs capacités. Donc, pour cette pause de réflexion, il nous faut mieux apprendre comment pouvoir les engager pour qu'elles puissent mieux nous supporter, les administrations locales. Et ensuite, c'est en relation, quelles sont les communautés, comment les engager. Donc, il nous faut plus de communautés qui soient informées, comment faire répondre aux risques, gérer le risque en cas de catastrophe. Donc, je me demande aussi simplement en termes de dynamique d'équipe, de la session en elle-même, je me demande qu'est-ce qui serait, est-ce que ce serait important peut-être dans vos activités? Est-ce que vous pensez qu'est-ce qu'il y a un aspect de construction d'équipe? Est-ce qu'il y a des avantages opérationnels que vous avez constatés de pause et réflexion? Au cours des sessions de pause et réflexe, j'ai vu qu'il y avait par exemple une construction d'équipe. Il y avait différents groupes, de gestion, opérations, finances et partenaires. Donc, ces groupes, lorsqu'ils réfléchissent, ils réfléchissent de leurs propres problèmes. Mais lorsque nous faisons, par exemple, un apprentissage, quand ils font un apprentissage, nous, nous devrions pouvoir voir les connexions entre les différents départements, comment ils s'affectent les uns les autres. Il s'agit donc de trouver de bonnes solutions. Regarder l'aspect positif, essayer de trouver des opportunités. On n'essaye pas de blâmer les gens pour leurs faiblesses, mais il faut que tout le monde puisse voir le côté positif, apprendre à penser tous ensemble, penser à des solutions de façon positive. Lorsqu'on le fait pendant l'atelier, ça permet de réunir tous les gens. Et donc, nous encourageons les gens à parler et donc nous pouvons faciliter. Par exemple, ils doivent écrire leurs opinions et donc tout le monde peut sentir qu'il est un partenaire et il y a donc plus de participation active. Et je peux voir qu'ils sont, par exemple, ils s'entendent beaucoup mieux les uns les autres ainsi. C'est intéressant, oui. Une autre question, ça serait qui nous est venue. Je crois que ça vient d'un des membres de l'audience. Je pense que c'est quelque chose que vous avez donc soulevé en termes de productivité, la question
comment est-ce que l'infrastructure est différente de l'analyse? Est-ce que vous pouvez répondre plus ou moins à cette question? J'aimerais pouvoir répondre, mais si Mary voudrait prendre la parole, peut-être ce que je vois et ce que j'aime à propos de cette structure, c'est non pas c'est pouvoir parler à propos du futur, quelles sont les aspirations des membres clés pour que ces aspirations soient réunies tout ensemble, les résultats que nous souhaitons voir. Donc, nous construisons le futur tous ensemble au sein de cette structure. Donc, si Mary voudrait ajouter peut-être plus, merci. Climat, donc, je crois que c'est très important, climat de paix, parce que ça permet d'avoir une meilleure identité de l'équipe et aussi, il nous faut créer un esprit collectif. Donc, partout, nous avons toujours des défis au sein de l'équipe des finances. Il faut qu'il y ait donc une compréhension collective et donc, tous ensemble, c'est beaucoup plus facile de pouvoir penser au futur, penser aux résultats. Et je crois qu'en termes d'aspiration, la boîte à outils, donc les problèmes soulevés permettent de voir un petit peu en dehors de la structure. Et je crois que c'est très important de penser peut-être en dehors de cette structure étroite et ne pas seulement penser aux difficultés, mais sinon aux opportunités qui vous permettront de renforcer le programme. Merci. Donc maintenant, je pense que nous allons passer maintenant à la foire aux questions pour cette session. Donc, il y a déjà beaucoup de questions qui ont été posées. Et donc, s'il vous plaît, si vous avez d'autres questions, donc nous allons inviter maintenant Conrad et Mary de nous rejoindre de façon à ce qu'il y ait un panel complet pour pouvoir répondre aux questions. Et donc, je crois que Conrad et Mary, donc nous avons ici Napiva, Conrad, Mary qui sont prêtes à répondre à toutes vos questions à propos de la boîte à outils ou de pause réflexion en général. Donc, il y a tellement de questions ici. Qu'est-ce qui fait que cette boîte à outils soit particulièrement utile pour les programmes de sécurité alimentaire en cas d'urgence? Est-ce qu'on peut l'utiliser dans tous les programmes, dans tous les secteurs? Oui, merci pour cette question. Oui, oui. Donc, la boîte à outils de sécurité alimentaire a été donc développée dans cette idée. Donc, ce sont aussi des ressources qui sont adaptables et qui peuvent être utilisées dans différents programmes, différents aspects du programme au niveau organisationnel. Je vais vous raconter une toute petite histoire. Donc, au cours des mois qui suivent, comment est-ce que nous utilisons cette boîte à outils au niveau de l'organisation pour pouvoir donner une infrastructure? Donc, quelles sont les ressources existantes donc, pour ce programme, cette boîte à outils? Merci, Conrad. Un des outils dans la boîte à outils, c'est la matrice de questions. Si vous la téléchargez, si vous n'avez jamais fait de pause et réflexion, ici, vous pouvez faire pour le programme de sécurité alimentaire. Donc, il va vous donner une idée des questions. Il y a aussi des questions, donc ce n'est pas exhaustif, bien sûr, mais c'est tout à fait gérable et ça permet d'être adapté à différents programmes. Donc, nous offrons cette série de questions qui sont spécifiques à la sécurité alimentaire. Donc, ils demandent des interventions, des résultats spécifiques. Et donc, c'est une façon de pouvoir mener les discussions. Outre cela, le reste de l'outil est relativement neutre et donc on peut l'appliquer partout de nos programmes. Donc, Pilote, c'est donc vraiment donc, c'est au niveau de consortium et donc on peut pouvoir le tester dans différents contextes pour être sûr qu'il y a suffisamment de flexibilité. Je dirais qu'on peut l'utiliser pour n'importe quel programme. Merci, Mary.
Donc, une autre question que je vois ici, je vais donc réunir avec une autre question, combien de temps prend cette activité et donc qui donc répond pour ces questions. Donc, je voudrais ajouter une autre question. Comment est-ce que ça pourrait être plus court? Comment Comment est-ce qu'on peut l'adapter de façon à ce que si on n'a pas une journée ou 2 jours complets de réflexion, est-ce qu'on peut faire une adaptation? Oui, effectivement. Donc, pour cette session, on peut utiliser certains des mécanismes pour pouvoir faire une réflexion. Donc, vous pouvez identifier quelles sont les opportunités, les points faibles. Donc, si vous avez un plan, qu'est-ce qui peut être discuté avec votre supérieur, avec votre équipe, de quoi vous pouvez discuter à différents niveaux. Et donc, même si on a différentes structures de temps, aspirations. Merci, Conrad. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose à ce sujet? Et donc, l'action qui a été prise, qui en sera responsable? Qui est-ce qui fait le travail de suivi? Donc, dans le modèle, vous allez trouver que vous avez adapté en disant, voilà, c'est l'action. Qui en est responsable? Quelle est la pluie nécessaire? Donc, qui donc va faire la session de suivi? Qui va définir? Donc en général, on peut regarder, c'est la personne qui dirige l'équipe qui peut en être responsable. Donc, ça peut être les managers du programme, le directeur. Donc, quels sont ceux qui vont superviser, il peut y avoir différents aspects qui peuvent être donc attribués à différentes personnes du programme. Donc, peut-être Piva, je voudrais simplement dire un peu plus sur cette question dans le boîte à outils. Nous recommandons que si c'est la première fois que vous l'utilisez, prenez au moins 2 jours. Donc, nous avons décidé que ce sera peut-être 1 jour et demi. Nous voulions avoir peut-être un peu de temps pour pouvoir adapter les interactions, mais je pense que nous avons réalisé que c'est important d'avoir une discussion profondeur, surtout pour une équipe qui n'avait pas pris le temps de travailler sur pause de réflexion. Et donc, c'est peut-être le temps dont nous avions besoin. Une fois que vous puissiez passer à la phase post-réflexion, il y a quelques activités que vous pouvez éliminer si vous répétez tous les trimestres la pause et réflexion. Nous recommandons de le faire tous les trimestres. Donc vous n'avez pas besoin de faire à chaque fois tout le programme, toute la durée du programme. Donc, c'est important de voir quelles sont les leçons apprises. Ça vous permettra parfois de raccourcir certaines parties. La boîte à outils, c'est parfois un agenda alternatif. Vous avez la moitié de l'équipe qui est là en présentiel. Et donc, comment est-ce qu'on peut le faire? Et si vous allez pouvoir, vous pouvez le faire sous une forme virtuelle. C'est parfois difficile que les gens soient 8 heures devant leur ordinateur. Donc, parfois, il faut adapter le contexte. C'est assez flexible. Il y a plusieurs options d'agenda dans la boîte à outils. Mais j'aimerais savoir de vos expériences, pour que vous puissiez pour dire si vous avez besoin d'une phase de mise en route. Donc, un peu de choses, quelque chose que je voudrais ajouter. Qu'est-ce qui peut affecter la durée?
la longueur de temps nécessaire, c'est combien de questions clés vous souhaitez poser. Plus vous souhaitez poser des questions importantes, plus ça prendra de temps parce qu'il faut accorder des priorités. Donc, au début, donc c'est important de pouvoir briser la glace parce que parfois, il y a une dynamique d'équipe et nous avons besoin donc d'abord d'éclaircir l'atmosphère pour que tout le monde puisse être tous ensemble. Donc, ça nous prend peut-être 1 heure pour réchauffer l'atmosphère. Ensuite, nous avons l'atelier. Donc, c'est vraiment c'est important que tout soit dans une atmosphère relaxe et que les gens soient là tous ensemble. Ici, nous avons encore une question pour vous. Donc, je voulais vous poser, comment est-ce que vous pouvez gérer les attentes en particulier? Qu'est-ce qui se passe à la fin du programme? Et donc, parfois, donc, nous avions comment est-ce que vous utilisez donc les motivations? Comment est-ce que vous pensez au programme, aux résultats des gens qui dirigent le programme? Donc, il faut qu'ils puissent voir donc quels sont les résultats. Donc, ce n'est pas plus facile de pouvoir gérer les attentes, ce que il faut se faire savoir dès le début du programme Pause et Réflexion. Tout l'apprentissage qui vient de Pause et Réflexion, nous faisons de notre mieux pour faire un suivi. Mais donc, par exemple, c'est très important. Donc, tout le programme, donc, nous devons planifier quels sont donc qu'est-ce que nous pouvons obtenir de cet atelier, qu'est-ce que nous essayons de mettre en place, qu'est-ce que nous essayons d'adapter. Et donc, peut-être c'est important selon la durée du temps du programme, c'est très important d'avoir un plan d'action. Donc, même si vous voulez participer de nouveau, les participants doivent savoir donc les changements qui doivent venir de pause et réflexion. Merci, Jenny. Donc, une des autres questions que je crois qui vient de l'audience pour poser réflexion à la fin d'une activité, comment est-ce que les connaissances seront appliquées? Donc, je pense que Conrad, merci pour... oui, donc c'est une question très importante. Je vais donner un exemple. Donc, au cours de la section Pause et Reflect, lorsque vous avez une équipe, donc vous avez donc à la fin d'une activité, donc il faut qu'ils puissent utiliser les outils de la session Pause et Réflexion. Nous l'utilisons pour pouvoir faire une programmation. Donc, il y a différents aspects à considérer avant de pouvoir appliquer les leçons retirées de cette session pause et réflexion et comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut obtenir l'utiliser dans différentes plateformes pour partager avec le management. Donc ça, c'est un des exemples que nous pouvons utiliser. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser les différents aspects du programme? Donc, un petit peu de quelque chose que je voudrais ajouter pour le programme, s'ils ont encore, par exemple, la deuxième phase du programme, ils peuvent l'appliquer pendant ce temps, même si c'est seulement mis en place à la fin du programme, c'est quand même tout bénéfice pour l'équipe de management. Et donc, nous pouvons utiliser les leçons apprises du programme. C'est tout ce qui est un peu semblable à ce programme. On l'a utilisé en Indonésie pour la planification future. Donc, je peux aussi dire, donc, une des composantes clés, donc, ce serait, donc, c'est le programme, donc, s'achève. Donc, il faut, par exemple, donc expliquer qu'est-ce qui s'est passé pendant le programme et donc ça peut être au cours des 2 prochaines années, au cours des 10 prochaines années, quels ont été les bénéfices du programme.
Merci Conrad et merci d'avoir couvert l'apprentissage. Donc, chaque individu qui participe à Pause Réflexion apprend et le programme apprend aussi collectivement. Donc, c'est un mécanisme d'apprentissage aussi pour l'organisation et nous sommes ici pour pouvoir lancer la boîte à outils avec vous pour que tout le monde puisse apprendre. Donc, je crois que le plus important de cette boîte à outils, que nous essayons de faire un suivi. Nous espérons rester en contact avec vous. Donc, un des managers du programme, c'est de pouvoir motiver. Donc, vous dirigez le programme, mais vous restez dans le secteur. Tout ce que vous avez appris aujourd'hui, ça va vraiment pouvoir se répercuter sur votre travail plus tard, tout ce que vous avez appris. Donc, c'est très important de la boîte à outils. C'est vrai. Donc, il dit que vous devez articuler quelques leçons. Il faut absolument que c'est une chose dont vous devez vous rappeler, savoir que vous avez besoin d'action. Donc, ça peut être important pour les agences du programme, les secrétariats. Je crois que ça pourra donc pouvoir ouvrir ce forum pour nous. Merci beaucoup. Donc, j'ai aussi une question à ce sujet. Donc, ça revient à cette question. Est-ce qu'il y aura un rapport final qui sera écrit à la fin des activités? Qu'est-ce que vous avez appris au cours des activités? Et donc, ces connaissances, comment est-ce que vous obtenez ces connaissances? Comment vous les traduisez sous une forme euh, qu'on pourrait, par exemple, identifier? Est-ce que vous avez des suggestions? Comment gérer cette partie des connaissances? Donc, il y a un outil dans la boîte à outils qui nous aide à articuler les leçons apprises. Vous vous rappelez comment on a parlé des points forts, des opportunités d'amélioration. Il y a donc des activités où vous pouvez tout mettre ensemble et vous pouvez donc relier les différents éléments. Donc, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce qui va se passer après? Vous pouvez le mettre par écrit. Il y a un modèle qui vous aide, par exemple, à rédiger. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très important. Il y a besoin d'un cerveau collectif. Une fois que c'est documenté, une fois qu'on a fait apparaître quels étaient les points faibles, donc, quelles sont les actions à entreprendre? Donc, nous espérons que cette boîte à outils va pouvoir aider à combler ce fossé. Ce sera très important pour les discussions. Nous avons une communauté internationale de pratique et donc nous essayons de faire venir tout le monde tous ensemble pour explorer les outils que nous utilisons, comment est-ce que nous partageons les connaissances, comment nous pouvons donc voir quels sont les leçons retirées dans un secteur en particulier. Donc, la boîte à outils n'est pas un outil magique. Il faut qu'il y ait un mécanisme qui soit mis en place pour que l'effet magique puisse se traduire. Donc, les communautés de pratique pour pouvoir apprendre, ce sont des mécanismes très efficaces, la pratique. Et donc, là, c'est l'étape d'apprentissage. Il faut regarder qu'est-ce que nous avons appris, qu'est-ce que nous pouvons améliorer en base à cette proposition. Merci beaucoup, Mary. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter de la part de Comrade? Non, merci beaucoup, Mary, pour ça. Donc, je vais vous donner un exemple pour les sessions à venir. Donc, nous allons, en tant qu'équipe, nous allons faire ces sections de pause et réflexion et pouvoir développer un rapport. Donc, lorsque vous avez vos stratégies de communication, ça permettra de pouvoir partager les points principaux qui ont été traités. Donc, il y a différents mécanismes que nous pouvons documenter et que nous pouvons communiquer au niveau interne, de façon à pouvoir mettre au courant les personnes qui n'ont pas participé aux sections pause et réflexion, de façon à ce qu'il y ait un mécanisme comment diffuser ces informations. Merci, Conrad. Donc, je pense que les questions sont pour vous.
comment est-ce que vous avez donc conçu les questions d'apprentissage du programme MRED? Donc, pour les questions donc d'apprentissage, donc, pour ces questions, d'abord, c'est le manager du programme qui doit sélectionner son équipe, l'équipe qu'il considère importante. Donc, parfois, ils veulent tout, ils pensent que tout est important. Donc, nous devons guider parce que nous avons aussi des limites de temps, il faut en tenir compte. Donc, il faut sélectionner les priorités, leurs priorités, leur équipe des priorités. Et ensuite, si vous passez à la matrice des questions d'apprentissage, qui sont donc les questions clés d'apprentissage pour chaque équipe. Ensuite, il faut prendre des recommandations, les questions de recommandation. Et lorsque nous avons le groupe de personnes qui sont donc en relation avec l'équipe qui a été sélectionnée, tout le monde se réunit tous ensemble, ils peuvent réfléchir aux recommandations, peuvent exprimer leurs opinions, leurs expériences. Et donc, encore une fois, il faut regarder, donc ils peuvent voir les questions clés, de même que donc, il faut aussi penser aux prochaines conversations. Donc, nous, en tant que facilitateurs, nous devons les guider pour qu'ils sachent accorder des priorités. Donc, je peux voir que l'équipe, ils veulent, encore une fois, ils veulent tout. Oh, ça, c'est important, ça, c'est important. Et donc, certaines des questions, c'est très bon de... Bon, l'équipe doit réaliser que apparemment ça, c'est important, mais déjà, donc, quand on sélectionne des questions, ils ont arrêté de réfléchir. Donc, quel est l'apprentissage le plus important pour eux? Mais une fois de plus, nous les aidons à établir des priorités, à sélectionner, parce que ça permettra de raccourcir la durée des activités. Donc, nous sélectionnons avant même que l'atelier ne commence, nous pouvons sélectionner. Si vous voulez avoir cet atelier, il faut plus de temps. Et donc, nous devons tenir compte que l'équipe, ils ont déjà des activités. Et donc, il faut avoir du temps pour faire quelques réflexions. Donc, il nous faut du temps pour tout. Donc, j'ai encore une autre question. Je ne sais pas si vous pouvez y répondre. Est-ce qu'il y a des facteurs que vous ou le leadership vont utiliser pour pouvoir guider les gens et accorder des priorités? Qu'est-ce qui fait qu'une question devient prioritaire dans votre programme? Donc, actuellement, ça devient une priorité lorsqu'il y a un problème dont le problème dont tout le monde est au courant. Donc, on en parle et parfois on n'en parle pas. Un certain groupe de personnes, seulement le groupe de management en parle et donc ça, c'est très important pour les membres clés d'aller dans cette direction. Lorsqu'on sélectionne, on pense déjà à ces réflexions et ça, c'est basé sur les expériences du programme, du processus de mise en place. Ça peut être différent pour tout un chacun. Je ne sais pas si vous pouvez répondre. Donc, si vous pouvez revoir donc les TOC, les TOC, dans les TOC, donc ce qui est c'est plutôt pour l'équipe de management. Donc l'équipe de management, lorsqu'ils discutent des points clés, donc ils regardent par exemple. Donc on regarde quel est notre système pour les TOC, la TOC, la logique du programme, les indicateurs. Donc ils utilisent tous ces points. Donc, ils regardent et le groupe de management, qu'est-ce qu'on peut discuter. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que le TOC a changé, adapté après ces pauses et réflexions? Le TOC n'a pas vraiment changé, mais l'équipe en est venue à réaliser que pour pouvoir faire un changement dans le TOC,
il faut beaucoup plus de durée pour le programme. Donc, il faut plus de compréhension de la durée pour pouvoir avoir des changements qui seraient mis en place. Donc, le TOC n'a pas changé, mais beaucoup des mécanismes de mise en place ont été adaptés. C'était par exemple les partenariats, l'approche de localisation. Donc, ça a été plus étendu, il y a eu plus d'objectivité pour les partenaires de façon à pouvoir accroître l'efficacité sur le terrain. Donc, quand on regardait les résultats du programme, une autre chose, donc, quels étaient l'appui aux opérations, plus de financement comme l'appui donc des réunions, du management, regarder les progrès opérationnels, regarder les progrès du programme. Donc, il y avait beaucoup de fonctions qui ont été changées. Donc, je crois, je me rappelle, nous avons mentionné il fallait être beaucoup plus réaliste à propos de la longueur de temps nécessaire. Donc, comment est-ce qu'on peut localiser les partenaires? Si, donc, pour les sections de réflexion, nous nous sommes concentrés sur une des activités composantes. Donc, ça, nous sommes en train d'apprendre que les sessions de pause et réflexion, ça peut être fait donc au niveau organisationnel, au niveau du programme et au niveau thématique. Donc, les ressources qui sont là. Donc, c'est très important pour vos partenaires et vos managers. Donc, je vais vous donner un exemple. Donc, nous faisons la stratégie de notre pays au cours de cette période. Une des ressources que nous poussons notre équipe à pouvoir considérer pour pouvoir appliquer ces techniques. Donc, vous pouvez le faire au niveau du programme. S'il y a déjà une thématique particulière qui est en place, donc il faut regarder aussi avec les autres membres de l'équipe. Merci, Conrad. Donc, c'est une question intéressante. Quelle a été votre expérience? Donc, quelle a été votre expérience pour les partages croisés, les regroupements de pauses et réflexions? Non, je ne pense pas que nous avons beaucoup d'expérience parce que nous venons juste de commencer cette boîte à outils. C'est seulement l'année dernière. Donc, nous travaillons avec quelques programmes seulement. Donc, nous avons peut-être les mêmes succès, les mêmes défis à relever. C'est intéressant parce que pour avoir ces preuves, donc nous avons été capables de pouvoir voir que nous devons nous limiter parce qu'il y a beaucoup de choses semblables. Donc, il faut regarder qu'est-ce qui est différent, quelles sont les différences dans les résultats du programme. Ça nous permet de pouvoir élargir donc notre portée. Parmi les aspects intéressants, c'est donc quels sont les résultats obtenus. Donc, je pense que qu'est-ce qui nous a aidé à pouvoir consolider les changements qui ont été effectués. Et donc, il faut parfois réorganiser. Il y a eu des changements après l'événement. Je ne crois pas qu'il y a quelque chose de très étendu à ce niveau-là, mais ce que nous avons mis en place, ça a été très efficace. Ce sont des résultats fantastiques. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Oui, donc ce que je voudrais dire, ce que nous avons vu après de cette infrastructure, donc, je crois qu'une des points semblables, une des similarités, donc, qu'est-ce que nous avons déjà mis en place, mais comment est-ce que nous allons pouvoir faire les adaptations adaptées pour les priorités et comment est-ce que nous allons mettre en place donc, ces changements. Donc, je voudrais également ajouter pour l'Indonésie, nous avons partagé avec d'autres programmes
Actuellement, il y a des programmes, on continue d'apprendre comment pouvoir le faire. Lorsque nous l'avons eu pour la première fois, c'était vraiment, c'est quelque chose, si vous voulez faire ceci, c'est une activité relativement nouvelle. Et donc, nous voudrions avoir quelque chose, un programme qui soit donc, c'est comme Mary l'a dit, il faut essayer de pouvoir voir comment donc s'adapter au programme. Et la prochaine chose que nous devons faire en Indonésie, c'est aider à guider, aider à mettre en place d'une façon peut-être avoir une portée peut-être plus réduite, mais sur une base beaucoup plus régulière. En Indonésie, dans 6 mois, nous avons donc nous avons par exemple d'autres réflexions, une évaluation de la qualité des données. Est-ce qu'il y a une autre approche, un autre apprentissage? Donc, c'est le moment où nous devons faire la promotion de cet outil et nous espérons qu'il y aura plus d'autres programmes adaptés et donc pour ce processus d'apprentissage continu. Merci, c'est magnifique. Encore quelques autres questions qui sont faciles à répondre. Donc, est-ce que vous voyez un besoin pour un consultant, un facilitateur externe pour cette activité? Donc, ça dépend donc de la complexité du programme. Et donc, quelles sont les personnes, quelles sont les contraintes budgétaires? Donc, une fois que ça devient, c'est que ça devient un programme beaucoup plus important avec des sessions beaucoup plus importantes. Donc, à ce niveau-là, lorsque vous créez un atelier, je crois que par exemple au Mexique, nous avons donc à Nairobi, nous avons notre leadership principal qui sera réuni. Donc, je crois que c'est important de voir comment est-ce qu'on va aborder le programme. Quand je vais donc co-faciliter ce programme, donc ça nous fait venir donc pour cette activité. Merci Conrad. Donc, des choses qu'il y a dans cette boîte à outils que vous pouvez remarquer, c'est qu'en général, nous faisons beaucoup de perceptions. Notre idée, c'est que tout le monde doit venir, doit participer à cette session de pause et réflexion. Donc, quand on veut que la participation de tout un chacun soit importante, c'est pratiquement impossible. Donc, la boîte à outils, donc, dit il faut identifier les bonnes personnes avec les expériences adéquates pour contribuer à l'apprentissage collectif et ensuite qui va faciliter. À Merci Corps, on utilise beaucoup de facilitation interne. Par exemple, Piva également, elle est de Merci Corps Indonésie. Elle ne fait pas partie de l'équipe de mise en place du programme. Donc, parfois, elle va dans l'équipe, ça permet de briser la glace, mais elle doit donc garder sa neutralité au cours des conversations. Donc, certains niveaux d'externalité, c'est important, mais il faut reconnaître que parfois ce n'est pas possible, que vous n'avez pas les ressources, vous n'avez pas le temps, les gens ne sont pas disponibles, vous le faites à télédistance, donc il faut avoir des facilitateurs et parfois même des facilitateurs qui n'ont pas d'expérience peuvent toujours donc relever les défis de facilitation. Donc, il faut travailler efficacement si vous avez un facilitateur expérimenté. Sinon, il y a des guides, il y a des outils, il y a des conseils pour pouvoir aider le facilitateur. Donc, je voudrais ajouter que celui qui fait cette facilitation au niveau externe ou interne, il faut apprendre les contextes du programme avant que ne commence l'atelier. Et donc, quand ils sont dans l'atelier, quand ils commencent à faciliter, ils doivent comprendre de quoi parlent les gens. Et donc, si le facilitateur a déjà fait son travail et son devoir à la maison, il y aura une bonne participation comme résultat.
Merci. La dernière question, c'est une transition fantastique pour la clôture de ce webinaire. Est-ce qu'il y a une copie donc de ce toolkit qui est disponible en ligne? Donc la réponse est oui. Je vais passer la parole à Mary qui va nous parler un peu. Donc, comment est-ce qu'on peut donc mettre à échelle cette boîte à outils? Quelle est la matrix pour utiliser la copie en ligne? Donc, merci Corps. Maintenant, donc, nous avons développé la boîte à outils. Donc, une fois que ça a été développé, donc on a eu un engagement très important de la part de notre bureau principal de différentes filiales. Donc, nous avons déjà la phase de planification et comment est-ce qu'on peut utiliser la boîte à outils pour les conclusions du programme et la documentation des connaissances dans pause et réflexion. Comme Conrad l'a dit, nous essayons d'utiliser cette boîte à outils au niveau de l'équipe, et particulièrement avec notre équipe. Il y a donc un double objectif. Donc, tout le monde doit pouvoir utiliser cette boîte à outils et donc doit avoir pause et réflexion, mais il faut aussi savoir engager quels sont leurs intérêts. Donc, il faut aussi encourager les gens à devenir des facilitateurs. Nous essayons donc d'adapter encore un peu la boîte à outils. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour les conversations? Beaucoup d'entre nous développent des stratégies et cette boîte à outils aide à identifier des façons d'apprendre pour les équipes, à réunir tout ensemble les équipes. Donc, ça a fonctionné pour nous. Pour la planification, nous avons pu consolider les différentes questions. Nous avons eu des petites discussions de groupe. Nous avons modifié certaines méthodologies. En général, le contenu est neutre. Donc, ça peut fonctionner pour les programmes de sécurité alimentaire aussi bien que d'autres programmes dans un contexte humanitaire ou d'autres contextes de développement. Donc, n'hésitez pas à élargir l'usage de cette boîte à outils que je trouve très utile. Je voudrais mentionner également que nous avons conçu la boîte à outils dans ce format interactif de façon à ce que nous ne tuons pas trop d'arbres en l'imprimant sur papier. Donc, vous pouvez cliquer, vous pouvez passer d'une partie à l'autre. Donc, je crois que beaucoup de formateurs voudraient avoir le modèle, mais donc lorsque vous regardez, si vous téléchargez la boîte à outils, donc vous avez la boîte à outils, vous avez tous les modèles, toute la méthodologie que vous pouvez utiliser très facilement. J'ai organisé beaucoup d'ateliers, mais nous avons trouvé que l'outil de planification est très utile et il tient compte des détails que vous pouvez peut-être oublier. N'oubliez pas les questions de traduction. Il y a des choses que vous pouvez avoir besoin de modifier votre agenda à la dernière minute. Donc, ce sont des outils, même pour les facilitateurs très expérimentés, ils peuvent être utiles et vous pouvez utiliser la version de travail. La boîte outils a été testée. Il y a donc, c'est tout à fait gérable, utilisable. Je crois qu'il a été aussi traduit en français, donc il est disponible. La boîte à outils qui est disponible en deux langues. Il y aura donc un guide, comment télécharger. Lisez par exemple les informations. Une fois que vous allez télécharger, il faut créer un fichier. Et donc, c'est très important de pouvoir extraire dans le même fichier. Donc, parfois, si on télécharge, on commence à télécharger dans d'autres endroits. Donc, on peut créer différents dossiers. Donc, il faut tout garder dans la même place. Et donc, nous avons réalisé que vous, en tant qu'utilisateur, vous allez avoir beaucoup de questions lorsque nous commençons à creuser. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, restez en contact avec nous, envoyez vos questions à nous. Donc,
Donc, vous l'avez. Donc, tous les mois, nous allons revenir, nous allons créer des questions, nous allons commencer à générer des ressources de foire à questions pour la boîte à outils. Nous voudrions entendre de vous qu'est-ce que vous trouvez qui est utile, qu'est-ce qui a besoin d'être adapté. Nous voudrions que ce soit une ressource particulièrement utile pour vous. Donc, si nous, en cas de besoin, nous pouvons faire des adaptations. Jenny, s'il te plaît. Donc, wonderful. Merci, Mary. Donc, un grand merci à vous tous d'être venus, d'avoir partagé cet outil. Un grand merci pour avoir développé cet outil parce que c'était vraiment un effort superbe. Donc, c'est rempli de différentes ressources, différents instruments. Donc, comme Mary l'a mentionné, le kit peut être adapté et utilisé. Donc, je voudrais remercier l'audience pour toutes ces questions fantastiques. C'était très interactif, c'était magnifique d'entendre parler de vous tous, de vous entendre. Je crois que nous avons une vue très ample de ce que représente pause et réflexion, comment nous pouvons appliquer cette boîte à outils dans notre programme. Avant de clôturer, je voudrais vous demander de remplir un petit, un petit questionnaire de façon à ce que nous puissions améliorer nos événements. Ça prend que 3 minutes pour répondre au questionnaire. Donc, s'il vous plaît, suivez le lien dans le chat pour pouvoir répondre au questionnaire avant de partir aujourd'hui. Et donc, une autre chose, donc, à la fin, s'il vous plaît, révisez, regardez la boîte à outils, téléchargez la boîte à outils aujourd'hui. Vous avez un lien qui se trouve dans le chat. Donc, commencez à utiliser cette boîte à outils. Dites-nous comment vous vous sentez. Posez toutes les questions que vous voulez. Donc, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Nous vous souhaitons une très bonne soirée, très bonne journée, où que vous soyez. Et donc, nous espérons vous revoir très prochainement. Merci à tous. Au revoir à tous. Au revoir.